Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Evidence-Based Physio Podcast. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial parce que j'ai la chance d'accueillir Jérémy Barré qui, pour une fois, n'est pas un kiné, n'est pas un professionnel de santé, mais qui est quelqu'un qui va pouvoir, je pense, nous apporter des choses très, très utiles et très intéressantes. Salut Jérémy. Salut Guillaume et bonjour à tous. C'est aussi, une nouveauté pour moi de parler à une audience, spécifiquement de professions de santé, de kiné et cetera. D'accord, bah écoute, merci, merci de te prêter à l'exercice. Et bon, je sais que tu as déjà fait des podcasts, donc tu dois pas être non plus en terre trop inconnue. Est-ce que tu veux bien te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît? Alors effectivement, tu le mentionnes, je suis intervenu dans plusieurs podcasts, mais en général, je m'adresse soit à des professionnels, de mon milieu, c'est-à-dire des professionnels du conseil en investissement et en fiscalité, ou alors, des investisseurs passionnés. Ça, en général, c'est les personnes auxquelles je m'adresse. Tout simplement parce que, bah, vous l'avez peut-être deviné, c'est également mon métier de faire du conseil en investissement et en fiscalité. Donc ça, c'est pour la partie, présentation professionnelle. Je fais ça depuis bientôt 15 ans. Hem, j'ai démarré, en fait, un peu par hasard. J'ai d'abord démarré d'ailleurs ma carrière dans l'expertise comptable et je me suis assez rapidement passionné, pour les sujets patrimoniaux, plutôt patrimoniaux et fiscaux. Hem, Ne venant pas d'ailleurs d'une famille, qui avait, elle-même des moyens ou du patrimoine, mais je me disais que c'était, une matière qui probablement me serait utile pour tout le reste de ma vie, et j'aspirais disons à pouvoir, investir moi-même, au-delà de pouvoir, conseiller les autres de par le parcours académique que j'avais eu qui m'avait appris la théorie de ces sujets. Et pour le parcours académique, je pense que c'est quelque chose qui intéresse en général les professionnels de santé, parce que vous avez tous fait en général de longues études pour pouvoir mériter votre titre. Donc effectivement, nous, on est un métier dans lequel le parcours académique parfois est un peu plus optionnel, et c'est d'ailleurs, une des choses qu'on reproche à notre profession, c'est qu'il y a parfois et même très souvent à boire et à manger, et pas toujours, satisfaction quand on fait appel à des professionnels du conseil patrimonial. Mais pour ma part, j'ai, fait mes classes, on va dire, et je suis allé jusqu'à un master en gestion de fortune internationale, à l'ESCP, et je l'ai fait par passion plus que par obligation, et c'est vraiment quelque chose qui me passionne de pouvoir aider, les gens qui s'intéressent à ces thématiques qui sont à la fois, très variées, c'est une matière extrêmement vaste et surtout très changeante, puisque contrairement peut-être à vos métiers, ça n'est pas tellement une science exacte et c'est des choses qui changent en permanence. Hem Et voilà, enfin, en tout cas, tout ça m'intéresse et je prends vraiment beaucoup de plaisir maintenant depuis plus de 10 ans à accompagner, les professionnels notamment à explorer cet univers. Ouais, bah écoute, effectivement, alors tu sais, nous, la science, elle est pas si dure que ça parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte, il y a l'humain et cetera, donc on a des repères, mais on a toujours ce tu sais, notre triptyque, pratique fondée sur l'épreuve avec, la science, l'expérience du professionnel et les préférences du patient. Et je pense que ça rejoint bien, à mon avis, ce que tu fais aussi. Tu as, bah, il y a de la science, il y a des données, il y a des machins, mais après, voilà, il y a ton expérience à toi. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer, le geste. Je pense que tu as pas fait exprès, mais tu as mis un pull aux couleurs de l'agence EBP, on s'est pas consulté, quand on a ouvert la Non, c'est pas vidéo, on s'est possible. rendu compte qu'on était habillés pareil, c'est assez rigolo. Ouais, Mais voilà, donc c'est ça, c'est le ça. côté science, référence à l'agence EBP, je le prends comme ça, c'est sympa. Mmh. Et donc du coup, beh, moi, juste un petit mot sur, comment je t'ai connu. Ah bah, en fait, ouais, c'est François Villiers, un des fondateurs de l'agence EBP qui m'a parlé de toi. On discutait comme ça d'investissement ou autre, enfin surtout, de gestion financière et parce que, on sait là, surtout depuis le l'avenant dernier avenant qui a été voté avec la sécu là, ben, on a plus trop d'illusions sur le fait qu'on ait des revenus très intéressants en tant que kiné et que ça puisse augmenter et être relativement décent. Donc une des idées, c'est de se dire: «Bon, bah, comment faire au mieux avec le revenu qu'on a?» Et forcément, ça mène à des discussions sur ce sujet et François m'a dit qu'il avait, eu la chance de te consulter et puis, bah, du coup, moi, j'ai emboîté le pas, hein, je t'ai consulté aussi donc on connaît, ton background et puis, on a aussi l'expérience d'avoir travaillé avec toi et bon et avant de te consulter, j'avais fait mes devoirs un peu, donc j'avais écouté les podcasts, que tu sur lesquels tu avais été invité et voilà, tout ça réuni là, ça nous a donné envie de t'avoir sur le podcast et puis même de travailler avec toi sur un projet.
on va en dire 2 mots là dans 1 minute et Ouais. hem et du coup, ouais, il me semble, toi, tu avais envie de dire 2 mots sur comment justement tu avais rencontré François? Exactement, parce que bon, pour moi aussi, c'est, une belle histoire dans le sens où, heu, depuis mes débuts et je vais même, le dire tout de suite, c'est presque une blague qu'on a dans la profession. Enfin, moi, j'ai jamais trouvé ça très drôle d'ailleurs, mais, je le disais en introduction, notre profession, elle est faite de gens qui font du conseil et il y a aussi, des gens qui voient le métier plutôt comme un environnement pour vendre des produits, y compris quand ils sont pas adaptés. Et il faut savoir que les professionnels de santé, vous avez la réputation, d'être des bons clients comme on dit, mais, au sens de la vente, c'est-à-dire on peut vous vendre, assez facilement des produits, y compris des produits qui ne sont pas adaptés pour vous Des pigeons. et moi j'ai trouvé ça, toujours un petit peu choquant de voir que les professionnels en faisaient presque une blague et effectivement alors j'ai d'ailleurs cherché à comprendre qu'est-ce qui faisait que les professionnels de santé étaient parfois même particulièrement naïfs. Alors j'espère ne pas être insultant en disant ça, et j'ai essayé de comprendre en fait la psychologie qui vous conduit en fait à peut-être tomber dans certains panneaux que les vendeurs de produits financiers ou d'investissement, ou ça peut être aussi des banquiers, hein, tout simplement, ou des assureurs, eh ben, je pense que c'est justement de part de votre éducation, de votre parcours académique, comme vous êtes en général des passionnés et des gens attendent des réponses concrètes, hein, quand ils viennent vous consulter et ils attendent votre aide. Vous, compte tenu de tout ce que vous avez appris et votre expérience, ben, je sais que vous appréciez lorsque le patient, se comporte en patient justement et attend de vous, que vous l'aidiez et vous fasse confiance surtout sur, ces sujets-là. Et je sais pour avoir discuté avec plein de clients médecins que des fois ça vous énerve beaucoup quand, le patient dit: «Oui, j'ai lu ci et ça sur internet», et quelque part il remet en cause, peut-être, votre diagnostic ou votre façon de faire. Ça, c'est quelque chose en général qui vous énerve parce que vous avez envie de lui dire: «Écoute, Coco, ça fait quand même quelques temps que je fais ça et puis j'ai quand même bien creusé ces sujets-là». Et à l'inverse, et du coup, je pense que quand vous êtes dans la posture du patient ou du client, quelque part, vous avez ce respect vis-à-vis du professionnel que vous aimeriez enfin, que vous aimez qu'on ait à votre égard, quand, le le rôle est inversé et de ce fait, vous avez parfois peur de challenger, lorsque vous allez consulter quelqu'un. Alors déjà parce que vous avez pas d'éducation financière du tout, généralement, dans votre parcours, et du coup, bon, bah, ça vous rend, finalement peu capable de challenger ce qui vous est dit et puis, je pense que tous les professionnels, toutes les professions libérales d'ailleurs au sens large, on leur a tellement dit dans leur cursus que vendre c'était mal et ça je le vois aussi y compris chez les avocats, les notaires qui ont, d'une façon un peu différente, mais un petit peu ce même état d'esprit que les commerciaux, enfin le commerce c'est mal. C'est un peu de ces réflexes-là ou en tout cas cette éducation fait que, bien souvent, vous avez peur aussi de discuter ou de négocier les frais et cetera. C'est des sujets sur lesquels vous n'êtes pas à l'aise. Hem et comme vous l'avez compris, ben, les vendeurs en profitent, alors même que d'autres publics ou d'autres professions, n'hésitent pas justement à discuter les frais, à rentrer un peu dans l'art des commerciaux et il y a beaucoup de choses qui sont négociables, dans le domaine des produits d'investissement ou d'assurance. Donc tout ça pour dire que, ayant fait ce constat depuis assez longtemps, moi depuis toujours, je m'étais dit: «Tiens, si un jour j'ai l'occasion d'aider en particulier les professionnels de santé qui, je vais le dire vulgairement, je sais que des fois vous aimez pas trop quand je le dis, mais moi je le dis comme je le pense, c'est que clairement parfois la profession, vous êtes pris pour des pigeons, hein, par un tas de vendeurs. Ben je me suis dit: «Si un jour j'ai l'occasion d'aider ce public-là en particulier, je le ferai avec grand plaisir» et donc tout ça a démarré effectivement avec une rencontre, qui est je peux lui faire une dédicace, je pense, qui s'appelle Benjamin Bolla s'il nous entend, qui est kiné, à Paris. Sa femme aussi est kiné, donc évidemment ils connaissent bien le métier et c'est quelqu'un qui s'est intéressé à l'investissement très tôt dans sa carrière, et aujourd'hui je pense qu'il ne le regrette pas parce qu'il a des résultats, assez exceptionnels. Et c'est Benjamin qui, connaissait François et aussi Flavio, qui m'a consulté dans un premier temps et c'est ensuite Benjamin qui m'a recommandé auprès de François, m'a même recommandé auprès de ses parents et cetera, donc ça fait toujours plaisir quand on a la confiance et puis petit à petit effectivement, ben, je vous ai rencontrés les uns après les autres jusqu'à ce qu'on envisage effectivement ce projet dont on va parler aujourd'hui également. Clairement, clairement. C'est vrai qu'en tant que professionnel de santé, tu sais, il y a aussi une dimension alors
aujourd'hui, aujourd'hui justement, on est en train d'adopter une démarche de plus prendre en compte, ce que pense le patient, mais c'est et ce que le patient a vu et cetera et d'arriver à gérer ça et d'essayer de moins s'énerver quand ça arrive, mais c'est un voilà, c'est des efforts, c'est des stratégies, c'est des compétences qu'on est en train de développer. Je pense qu'il y a aussi une dimension qui est que, et ben, on a tellement de comment dire? Faut qu'on fasse beaucoup d'heures, il y a beaucoup de gens qui attendent aussi, des rendez-vous et cetera, donc c'est très difficile de limiter nos plannings et le Mmh. temps, enfin on a c'est difficile pour nous de passer du temps sur la compta, sur et tu vois, c'est pas pareil la compta et Ouais, c'est l'investissement et vrai. cetera. Juste, ça revient à des chiffres d'argent et cetera et au bout d'un moment, c'est juste, on fait le choix de dédier notre temps, je pense, aux patients et après ça ressemble trop à la compta et Je comprends. ça devient compliqué, tu vois? Tu as envie de te changer les idées, de faire d'autres choses, tu as pas envie d'utiliser ton temps libre sur ça et ce qui est pas forcément une super idée et puis, bah, au final, ce qui s le résultat, c'est que notre éducation financière est très mauvaise. Enfin, en tout cas, je parle pour moi, hein, je peux parler pour moi. Après, il y a des personnes qui se reconnaîtront et d'autres non, hein. Il y a des comme Benjamin, il y a des personnes qui comprennent très bien ces sujets-là. Hem, mais ouais et au final, voilà, quand tu as une personne qui te parle d'un sujet que tu ne maîtrises pas, c'est très difficile d'avoir, d'esprit critique, d'une analyse critique, du recul, enfin, tu peux pas et si tu te dis: «Voilà, allez, je prends ce rendez-vous, j'avais envie de prendre depuis longtemps, j'ai enfin pris le temps», ah bah, autant voir si tu peux lui faire confiance et tu lui fais confiance, bah, c'est parti parce que tu veux pas avoir à en voir un autre, encore un enfin, tu as pas le temps, quoi. Ouais, C'est non, mais c'est clair. C'est ouais. clair qu'il y a vraiment ce biais. D'ailleurs, les professionnels, encore une fois, le savent. Vous avez pas beaucoup de temps, ça ne vous passionne généralement pas, Mmh. et vous avez envie que ça aille vite et que ce soit efficace. Mais encore une fois, les gens peuvent profiter de ça et voilà. Pour moi, c'est évidemment, c'est un mauvais calcul, Ah oui. ces sujets-là, et je sais qu'effectivement, en général, les professionnels de santé sont des professionnels qui ne sont pas du tout, motivés par l'argent et encore une fois, c'est un sujet un peu tabou. C'est vrai pour les professionnels de santé, mais même pour les Français au sens large, ça je dirais Mmh. et voilà, c'est vrai que pour autant on travaille malgré tout pour, certes, rendre service à ses patients, ses clients et cetera. Mais on travaille aussi pour vivre, hein. Je crois que ça, il faut le reconnaître, et payer ses factures et pouvoir justement offrir un cadre de vie, meilleur pour soi-même et pour sa famille et donc quand on le regarde sous cet aspect-là, effectivement, investir un petit peu de temps, même si je sais que c'est difficile, sur ces sujets, c'est extrêmement important, d'autant plus et tu le soulignais, c'est malheureux pour vous, vous êtes, traités de façon peu généreuse par, je sais pas comment on dit, oui, la sécurité sociale, au niveau de vos honoraires et finalement, je pense que consacrer quelques heures à cette thématique, même si ça vous prive de quelques dizaines ou centaines d'euros de patients, le retour sur investissement, je pense, peut être beaucoup plus puissant à long terme, puisque là, effectivement, on est également sur des matières qui vont vous aider, enfin aider les professionnels pour le reste de leur vie donc voilà, moi je ne peux qu'encourager. En tout cas, c'est presque une forme de mission pour moi aujourd'hui, l'éducation financière, au sens large d'ailleurs, hein, pas que pour les professionnels de santé, mais malheureusement, effectivement, les professionnels de santé en ont particulièrement besoin. Déjà, encore je viens de le dire, parce que, pour vous kinés en particulier, évidemment, c'est pas vrai pour tous les professionnels de santé, mais certaines professions sont quand même, un peu plus aidées que d'autres, on va dire. Heu, Toutefois, il y a des problèmes, concrets à terme de retraite, ça, on le sait. Hem Et pour autant, par rapport à la moyenne de revenus des Français, vous êtes quand même une profession, enfin les professionnels de santé au sens large, plutôt dans la moyenne haute des revenus, hein, comparé à la moyenne des revenus des Français. Et donc en plus, ça vous donne des moyens pour faire des choses intéressantes, si toutefois on s'intéresse à cette thématique. Ouais, c'est ça. Pour ça, il faut avoir des outils, ouais. Mais comme tu dis, tu sais, ce tabou lié à l'argent, il est moi, je me demande s'il y a pas un lien avec le fait qu'on soit remboursé. Tu sais, et même avec le fait que parfois, tu peux te retrouver dans des situations où tu demandes même pas d'argent à tes patients, tu vois? Et que ça peut même devenir difficile. Moi, je sais qu'une des galères que j'ai, c'est rappeler des gens qui me doivent de l'argent. Pour moi, c'est insupportable et tu vois? Et Mmh. c'est mais bon, tout ça réuni, de toute façon, moi, quand j'ai démarré ma carrière, je suis diplômé depuis 2005.
à ce moment-là, quand tu étais kiné, bon, en plus, tu es jeune diplômé, tu as pas de famille, tu vois, à charge et cetera, enfin, donc tu gagnes bien ta vie et à cette époque-là, c'était pas un sujet. Tu gagnes ta vie correctement, enfin, si tu as pas un train de vie énorme, tu t'en inquiètes pas vraiment. Et là, vu l'évolution de nos revenus, maintenant ça devient un vrai sujet. Et donc du coup, maintenant, ça devient un vrai besoin d'investir ce temps dans l'éducation financière, dans mieux comprendre les sujets, faire des actions et cetera. Et c'est sûr que, ben, on part de tellement loin, enfin, encore une fois, hein, moi je parle pour moi et je pense qu'il y a des consoeurs et des confrères qui vont se reconnaître là-dedans, qu'on a besoin d'aide. Et du coup, bah, là, ça nous amène justement, à cette idée de projet. On vous en dira, un peu plus à la fin, plus précisément. Mais, ce travail qu'on a fait ensemble pour justement, bah, proposer du contenu qui permette de donner des bonnes bases et vraiment, avoir un esprit critique, commencer à mettre des choses en place et cetera et faire que, tout ce temps qu'on passe avec nos patients et ben, il soit à la fois un bénéfice pour nos patients parce qu'effectivement ça nous tient à cœur, mais que nous aussi on puisse, en profiter, bah, correctement en fait, qu'il y ait un juste retour des choses, je dirais. Voilà. Ouais, exactement, donc c'est tout l'objectif de ce à quoi on a réfléchi ensemble, à votre demande, en fait, puisque, à un moment donné, je me rappelle, on avait des discussions assez informelles autour de ça et puis y compris d'ailleurs autour de, moi, c'est comme ça qu'on s'est, connus également via les réseaux sociaux, puisque, l'agence EBP est assez active, hein, sur les réseaux sociaux et ça vous permet de faire connaître, à la fois l'agence, mais aussi vos pratiques et vos convictions sur certaines pratiques médicales, ou pratiques de santé. Flavio est le plus actif de vous 3 à titre personnel dans cet exercice et on discutait effectivement des besoins, ressentis, de par, les retours en fait des gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Parce que moi, un peu comme vous, hein, j'ai un cabinet traditionnel de conseil en investissement depuis 10-15 ans où j'ai une clientèle locale, des prescripteurs qui sont historiquement des experts comptables, des notaires, des avocats d'affaires, des professionnels de l'immobilier qui me recommandent localement auprès de clients, plutôt fortunés et justement, moi, j'avais envie aussi de partager, pas seulement avec des gens qui avaient beaucoup de moyens, même si, bon, on va pas se mentir, c'est une grande partie de mon métier quand même, mais j'avais au envie de rester accessible parce que, ben, moi-même, je viens d'un milieu dans lequel j'ai pas eu accès à ces informations, déjà d'une part, donc bon, ça c'est plus, l'historique et le la volonté de rendre peut-être une partie de ce que la vie m'a donné en toute modestie, mais aussi parce que sur les réseaux sociaux, il y a un public, particulier. Alors évidemment, là encore, il y a à boire et à manger, mais et d'ailleurs mon compte, s'appelle «Les investisseurs malins» parce que mon premier constat quand j'ai commencé à observer ce qui se passait sur les réseaux sociaux il y a déjà 5-6 ans de ça, je me suis dit: «Tiens, c'est intéressant parce que il y a un public d'investisseurs passionnés, souvent autodidactes, qui a fait des choses extrêmement intéressantes en termes de stratégie. Justement des stratégies qui sortent des sentiers battus de ce qu'on on Mmh. répète en permanence, entre professionnels, y compris quand on se rencontre entre confrères. Bon, c'est vrai qu'on se rend quand même vite compte que, ben, nous-mêmes, on a été un peu formatés, par nos études, Bah oui. évidemment et on a tendance à recommander un peu la même chose, et ça, c'est un peu les mêmes sujets qui reviennent tout le temps et alors que sur internet, je constatais qu'il y avait des investisseurs qui, eux, justement, par le simple bon sens, ben, ont réussi à mettre en place des stratégies qui sont très rarement recommandées par les professionnels et qui sont pourtant extrêmement efficaces et donc, moi je trouvais ça inspirant, même à titre personnel, même en tant qu'investisseur, alors même que j'étais un professionnel et ça me motivait en fait à justement peut-être faire plus, à moi-même peut-être pas me reposer trop sur mes lauriers. On dit que parfois les cordonniers sont les plus mal chaussés. Bon, j'avais quand même pas mal investi, mais quand même, je me suis dit: «Tiens, ce truc-là, j'y avais jamais pensé», alors que c'est mon quotidien d'en parler et en échangeant avec ce public-là, ça m'a donné envie de faire plus et surtout ça m'a envie de rester connecté au terrain et en me disant que voilà, il y avait aussi des personnes qui viennent du terrain et qui, par le bon sens, mettent en place des stratégies très pertinentes. Donc voilà, j'ai continué à rester assez actif sur les réseaux sociaux. Parfois, ce que certains partageaient m'inspirait, puis j'essaye aussi de donner aussi un petit peu d'inspiration aux autres au travers de ce compte. Et voilà, donc c'est, au fil de l'eau que ce compte Instagram a grandi, notamment Insta, mais il y a d'autres réseaux, peu importe. Et finalement, on avait aussi cette connexion commune avec l'agence EBP, ce ressenti en fait des besoins, par,
toutes les personnes sur les réseaux sociaux qui s'expriment parmi nos audiences et on a compris les uns et les autres que finalement, votre audience, qui est une audience de professionnels de santé, avait un besoin, de se former sur ce sujet de la même façon que, les audiences qui s'intéressent à l'investissement spontanément, il y a plein de gens qui s'intéressent au sujet d'argent, parfois pour les mauvaises raisons aussi, mais voilà, j'avais à cœur de, moi, partager justement les bonnes façons de faire. Donc on s'est rejoint en fait sur ce sujet et puis on a greffé une 3e personne que peut-être je crois que tu as aussi un podcast prévu avec lui, Oui, Simon, qui est un petit peu comme ça aussi, c'est-à-dire il se présentera mieux que, lui-même, mais, il vient des milieux vraiment, très académiques, hein, parce que lui, il est carrément docteur en droit fiscal et pourtant, il a émergé un petit peu sur les réseaux sociaux avec cette même envie de partager sa passion, qui est pour lui la fiscalité, hein, qui est une passion qu'on partage ensemble et un jour, je l'ai entendu sur un podcast, alors même qu'on était déjà amis, j'écoutais, son épisode, je sais plus avec qui, sur quel podcast il était passé et je sais pas pourquoi, ce jour-là, dans le podcast, il a dit, hem: «Bah, j'aimerais un jour pouvoir, faire quelque chose de particulier pour les professionnels de santé». Et là, je me suis dit: «Mais c'est incroyable» puisque quelques jours avant, on avait discuté ensemble de ce projet, qui était le nôtre et là, je me suis dit: «C'est un signe», comme on dit, c'est un signe. Je vais l'appeler et je vais lui proposer aussi de contribuer à ce projet qu'on avait ensemble et voilà, il se retrouve aujourd'hui, intégré dans ce projet-là et je suis ravi de pouvoir le faire avec lui parce que c'est quelqu'un de brillant qui va pouvoir aider, aussi beaucoup de gens qui nous écoutent. ouais, ouais, donc Simon d'Aragon, ouais, bah, super, on va avoir ce truc-là, on vous en dira plus en détail là sur, à la fin de l'épisode, sur, ce qui est ce projet qui va sortir ou qui sera peut-être même sorti le jour de la publication de l'épisode. Hem Et donc du coup, ouais, bah, c'est intéressant notamment, le fait de voir que tu as eu l'ouverture d'esprit de t'intéresser à ce que d'autres faisaient, des autodidactes et cetera, de pas rester enfermé, donc ça c'est, ouais, ça c'est, vraiment utile et c'est enfin plus facile maintenant je dirais, mais ça reste quand même rare et par défaut on a tendance à rester dans nos habitudes, donc il y a bon, ça fait un petit moment qu'elle existe cette étude-là, mais il y a une étude qui avait été publiée qui avait dit que en médecine, de façon assez générale, en moyenne, quand tu avais des nouvelles pratiques qui arrivaient, qui étaient, validées par la science, il fallait en moyenne 17 ans pour qu'elles soient appliquées vraiment en pratique et parce que voilà, le temps que ça rentre vraiment dans la pratique réelle et la durée pour abandonner une pratique qui était identifiée comme, pas utile ou voire même parfois défavorable, la durée moyenne c'était 40 ans, 41 ans je crois et Oh là en là. gros en fait, c'est le temps que les gens partent à la retraite donc ça montre à quel point c'est difficile de changer ses habitudes et tu vois, encore une fois, c'est tout le monde n'est pas capable de ça. Je pense aujourd'hui ça reste plus facile avec le réseau, avec, toute la diffusion de connaissances sur internet et cetera. Maintenant, il faut faire un tri et tu c'est intéressant d'avoir des ressources et des comptes comme les vôtres, les comptes de Simon et le tien, pour faire un tri et puis pas partir dans des trucs dans tous les sens. Et alors du coup, Ouais, ben, et là ce que je te propose par rapport à cet épisode-là, c'est qu'on aborde, certains sujets un petit peu, types, qui peuvent être intéressants pour nos auditeurs. Hem, sauf si tu voulais ajouter quelque chose, excuse-moi, je t'ai peut-être coupé. non, non, mais en fait, c'est juste que tu m'as fait une transition parfaite pour rentrer dans ce sujet-là. Je sais que tu m'as préparé quelques questions, mais peut-être on va y aller directement. Vas-y. Tu parlais à l'instant d'inertie dans les changements de pratique et peut-être un des premiers sujets qu'on peut aborder, là-dessus, c'est l'inertie aussi, dans nos professions et dans l'esprit des investisseurs, par rapport à des changements de pratique. Et moi, une des pratiques, qui est en train de changer, heureusement dans le bon sens et au profit des investisseurs finaux, c'est justement le sujet des frais, liés aux investissements, notamment aux investissements et aux placements financiers, y compris à la prévoyance, à l'assurance et cetera. Moi, j'ai démarré, vous l'avez compris, en 2009-2010, donc juste après la crise des subprimes, hein, cette fameuse crise qui était censée remettre beaucoup de choses à plat et qui finalement a pas changé grand-chose au fonctionnement de la finance, mais ça, c'est un autre débat. Hem, mais en démarrant à cette période, on commençait à voir des acteurs émergents dans la finance qui commençaient à remettre en question
l'existence de certains frais qui semblaient, inutiles, enfin si, utiles aux commerciaux bien sûr, mais Pas inutiles pour justifié. le client final. Mmh. Et j'ai démarré moi dans le métier en côtoyant des d'autres professionnels qui effectivement parfois étaient souvent plus âgés que moi, parce que j'étais relativement jeune en démarrant dans la profession, j'avais 26 ans, aujourd'hui j'en ai 40. Néanmoins, il y avait quand même, y compris des gens de ma génération de professionnels, qui achetaient entre guillemets «le discours des anciens», qui continuait d'être, le discours à l'ancienne, si je peux dire, qui est de dire, bah, c'est normal par exemple de facturer 4 de frais d'entrée sur un contrat d'assurance vie ou sur un plan d'épargne retraite parce que vous comprenez, c'est notre conseil, il faut pas dévaloriser notre conseil et cetera. Et moi je me souviens que ça me surprenait parce que moi je venais plutôt de l'expertise comptable où souvent nos clients quand même, ils nous challengeaient en nous disant: «Bah, je vous paierai quand vous nous aurez servi à quelque chose». Déjà. Heu, enfin, ou en tout cas quand vous nous apporterez quelque chose de concret. Et dans la finance, les gens trouvent ça très normal de se faire payer avant même d'avoir apporté 1 € au client. C'est-à-dire que vous êtes censé être là pour lui faire gagner de l'argent. La relation n'a même pas commencé que vous lui en avez déjà fait perdre. C'est-à-dire que vous lui avez versé 10 000 balles, il vous a pris 4 de frais d'entrée, donc bah, ça représente 400 € de frais, comme ça, alors même que parfois le rendez-vous a duré, 30 minutes justement parce que vous n'avez pas le temps et Mmh. que mais il vous a pris 4 en vous disant: «C'est comme ça, ça marche comme ça dans notre industrie». Alors même qu'effectivement ces frais-là étaient déjà à l'époque négociables, mais c'était pas dans la culture des investisseurs et aussi pour une autre raison, puisque à l'époque, les taux des placements sans risque, donc bon là je ne veux pas rentrer trop dans la technique, mais certains types de placements comme le livret A, hein, que tout le monde connaît à minima, ou les fonds euros dans les contrats d'assurance vie par exemple, donc ce qu'on appelait les fonds garantis, à une époque rapportaient 4 5 6 par an. Mmh. Et donc les gens acceptaient plus facilement que le professionnel lui dise: «Bah écoutez, le contrat va vous rapporter à minima 4 à par an, donc même si on se met sur un truc garanti, ça vous rapportera ça. Donc quelque part, je vous prends en frais, la première année de performance, pour la mise en place». Et les gens l'acceptaient. Sauf qu'ensuite, bah, les taux des placements sans risque ont baissé, hein, jusqu'à atteindre, 0,5 sur les livrets A et cetera et 1 sur les fonds en euros. Mais certains professionnels continuaient de dire: «Bah, c'est 4 pour rentrer». Donc ça veut dire que si vous restez sur un placement très prudent, voire sécurisé, il faut 3 ou 4 ans pour absorber les frais d'entrée du contrat que certains professionnels, encore en 2024, continuent de pratiquer et de justifier de façon, parfois, complètement absurde. Alors même que, heureusement, depuis l'environnement a changé. Il existe aujourd'hui plein de contrats sur internet, mais aussi, au travers de professionnels, plein de contrats qui vous évitent de payer, complètement ces frais-là, pour aller même jusqu'à 0 frais d'entrée. Enfin, il y a un tas de contrats, tu le sais puisqu'on en a parlé ensemble Ouais, maintenant, tout à fait, ouais. ça devient et ne vous inquiétez pas pour autant, pour les professionnels de la finance, puisque vous inquiétez pas, il y a d'autres endroits où ils vont vous prendre des frais. Voilà, Ouais, donc ils ils vont vont pouvoir trouver, ouais. vivre, faut pas s'inquiéter pour eux. Donc voilà, ces frais d'entrée-là, par exemple, pour moi, c'est un débat, d'arrière-garde, mais comme tu le disais, il y a l'inertie du discours qui continue d'être tenu par les vieux réseaux d'assurance qui ont été où les commerciaux ont été formés à vendre des frais, à expliquer aux Mmh. clients que c'est normal, que c'est comme ça, qu'ils ont pas le choix et parfois avec des arguments, enfin voilà, il y a des vendeurs qui sont forts aussi, hein, pour trouver toujours les bons Tout à fait. arguments pour convaincre. Néanmoins, voilà, moi, ça fait partie des choses, pour lesquelles j'essaie d'ouvrir les yeux aux clients parce que c'est tout simplement leur intérêt et en fait, pour autant, évidemment, nous, on n'est pas philanthrope, hein, je veux pas faire croire que je suis philanthrope aujourd'hui, mais justement, il y a en plus d'autres éléments dans les contrats et cetera qui nous permettent de gagner notre vie. Donc ça sert à rien d'enfoncer le client et de toute façon, je pense que ce sont des pratiques qui sont de nature à perdre la confiance du client, à long terme et moi, je m'inscris dans le long terme sur ce métier-là. Donc voilà, enfin, c'est pour introduire la matière. Je crois que ça faisait partie certainement des sujets sur lesquels tu avais envie de me challenger, mais ce sujet des frais, ça fait typiquement partie des choses sur lesquelles on a lourdement insisté, dans le programme qu'on a construit ensemble et qu'on va partager, avec tous les professionnels de santé. Parce que vous êtes particulièrement exposés à ces choses-là, enfin les professionnels de santé le sont tout particulièrement, notamment au travers des plans d'épargne retraite, par exemple, ou, des contrats de prévoyance. Parce que, bah, là, en fait, souvent même les compagnies d'assurance viennent vous chercher à la sortie de l'école. C'est-à-dire que vous êtes même pas encore diplômé, qu'il y a déjà certaines compagnies qui sont là à vous dire,
on est là pour vous aider. En plus, regardez dans notre nom, il y a quelque chose qui, vous indique qu'on est spécialisé sur les professionnels de santé. Donc les professionnels, étudiants de santé, ont tendance à faire confiance et comme en plus on vous engage sur des produits de retraite sur, 30 ou 40 ans, bah, et que vous versez des sommes tous les mois, mais il y a plein de contrats dans lesquels en fait on vous ponctionne de l'argent tous les mois de façon injustifiée alors que vous pourriez faire différemment. Ouais, ça c'est infernal, hein. Alors, tu vois, bah, moi je peux prendre mon exemple, hein, parce que, là, tu vois, tout ce que tu dis, ça m'évoque plein de choses. Ça m'évoque, heu, bah, dans l'ordre où tu l'as dit, ça m'évoque une assurance vie. La première fois de ma vie où j'ai pris une assurance vie, je sais pas, je devais être diplômé depuis, je sais pas 2 3 ans, j'en sais rien, je sais plus. Mais je prends ça et puis, bah, je prends ce qu'on me donne à ma banque, mon banquier habituel et cetera, il y a plein de lignes partout, je suis incapable de lire ce truc-là, j'ai pas de temps, j'ai pas envie, et au final, bah, voilà, 15 ans après, ou ouais, je reprends le truc, je sors l'argent parce que je vois que le truc est vraiment pas performant. À partir du moment où je me suis un peu intéressé au truc rapidement, j'ai vu facilement, bah, c'était pas intéressant. Et en sortant l'argent, je vois que même si j'ai placé cet argent-là pendant 15 ans, bah, il m'a rapporté, je sais pas, quelques centaines d'euros alors que j'aurais placé ailleurs, ça aurait été beaucoup plus. Et je me dis: «Ouais, OK, bon, tu as fait une erreur, mais essaye de pas continuer quoi, change». Et Ouais, c'est ça en fait, le plus ouais, important c'est de changer quand on s'en rend compte. bah, c'est ça. Et après ce que tu dis par rapport aux assurances, c'est exactement ça, tu vois? Moi c'était à l'école. En fait, c'était à l'école, ils venaient pendant des heures, de cours. Alors je me rappelle plus si c'était optionnel, si on je pense, hein, qu'on n'était pas obligé d'y assister, mais ils venaient dans la salle de cours et ils viennent te présenter, leurs produits et cetera. Et puis, bah, toi, tu sais pas trop. En plus, ils te disent, les 2 premières années ou la première année, tu payes pas. Tu dis: «Bah, vas-y, quoi». Ou c'est un tarif super bas et puis, bah, vas-y, fais ça. De toute façon, tu sais, il y a un truc qui est quand même fou, c'est, pendant nos études, notre formation initiale, on a envie d'apprendre plein de connaissances pour pouvoir aider nos patients et aussi pour pouvoir être capable de répondre aux questions de nos patients, aux problématiques de nos patients. Tu vois? On nous forme à: «Tiens, c'est un problème ça, tu un patient, il a ça et ben comment tu le résous?» Et en fait, on est vraiment conditionné sur le fait de: «Il faut que j'apprenne toutes les techniques, les infos liées au corps humain et cetera». Il y a des techniques qui vont me permettre de l'aider à s'en sortir et tout ce qui vient à côté de ça, tu sais, on avait un module de gestion, un module de compta et cetera, tout ça. Bah, tu dis: «Ouais, vas-y, fais le truc, donne-moi ma note pour que j'ai mon diplôme, mais laisse-moi tranquille, moi je veux aider mes patients», voilà. Et pas tous, hein, mais je Mmh. pense pas mal de gens réagissent comme ça. Ouais, Et tu vois, moi, j'ai le même, enfin, c'est rigolo parce que, très rapidement, moi, j'ai le même problème avec mon sujet. Moi, mon sujet, c'est surtout de la communication en santé. Et en fait, on se rend bien compte qu'après, on sort avec plein de connaissances, sauf que comme on n'a pas les tips en communication, on n'est pas capable de s'en servir. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Un patient qui arrive avec une vision différente de son problème que celle que toi, tu aimerais qu'il ait parce que tu sais que sa vision, elle est obsolète, par exemple. Et ben, en fait, ça te met en difficulté. Ce que tu disais, tu vois, ça nous gonfle parce qu'on n'a pas les tips, on n'a pas les compétences en communication pour l'accompagner sur le fait d'avoir une compréhension différente et que ça se fasse tranquillement, en fait, tu vois? Et donc, c'est ces sujets-là, communication, finance et cetera, vraiment pendant les études, on n'est pas branché dessus. Et donc les gens qui viennent nous dire: «Écoute, vas-y, fais ça, on s'occupe de ça, en plus c'est pas cher pendant 2 3 ans», bah, oui, on prend, tu vois, on prend. Et après, ça ouais. tourne. Jamais tu vas réviser ça. Tu vois, jamais tu vas remettre le nez dedans. Ah Bon, ouais, et c'est sauf très rare. sauf quand tu arrives à des situations où tu dis: «Là, ouais, ça commence à devenir chaud financièrement, faut que je regarde». Et puis là, quand tu regardes, bah, tu te rends compte que c'est un chantier et que tu as laissé durer ça depuis des années et que c'est une catastrophe, quoi. Encore une fois, Mmh. je parle de moi, hein, je Alors parle c'est intéressant. Ouais, mais alors justement, ton point de vue est intéressant et je vais adoucir un petit peu ma critique, vis-à-vis de notre marché parce que, on parlait du fait que les professionnels ou les clients finaux sont effectivement, peu éduqués et pas conscients parfois de ce qu'on leur vend. Mais ce qui est en fait encore plus incroyable, c'est que les gens qui vous le vendent, parfois n'en sont pas conscients eux-mêmes. ouais. Et tu viens de donner, effectivement le cas du professionnel qui, finalement va, mettre en œuvre ce qu'on lui a appris Mmh. et effectivement, on a tous été quand même plus ou moins formatés par une éducation ou des mentors et cetera. Je pense, chacun dans nos domaines respectifs et je pense que une grande partie des certains professionnels que j'ai rencontrés dans mon marché, je peux te dire qu'eux, ils sont conscients
et ils le font, sans scrupule. Pas Voilà. mal, ouais, Mais pas vite malheureusement. ça reste quand même une minorité parce que la plupart des gens que j'ai eu l'occasion de côtoyer ou fréquenter dans ces milieux-là, moi-même ayant bien sûr, vécu dans plusieurs environnements de la distribution des produits d'épargne. Aujourd'hui, je suis complètement indépendant à mon compte, et cetera. Je peux travailler avec l'ensemble des acteurs du marché, un marché qui me passionne, dans lequel, effectivement, les acteurs sont très nombreux. Mais j'ai aussi démarré, en travaillant, enfin, j'ai aussi travaillé 3 ans en banque privée, par exemple, et j'ai aussi travaillé en tant qu'indépendant, mais sous une autre formule. C'est assez complexe, nous, la façon dont notre marché fonctionne. J'ai été aussi, à une époque, mandataire d'un groupement de professionnels dans lequel je pensais que j'étais libre et en fait, je me suis rendu compte que je l'étais pas, qu'on m'imposait des produits à vendre, qu'on m'imposait une certaine politique commerciale, et cetera. Mais c'est pareil, là encore, nous-mêmes, on découvre le métier ou on commence à le pratiquer et puis on a des gens qui vous disent: «Bah, faites ci, faites ça, c'est comme ça que ça fonctionne», et cetera. Et je vais prendre l'exemple de la banque qui est celui, que tu as vécu et ah, tu m'entends? Ouais, il y a écrit: Ouais. «Network is struggling», Non, donc je c'est bon, pense que ça c'est bon. fonctionne. Continue, ouais. Ça marche toujours. Hem, oui, on va prendre l'exemple du banquier ou peut-être même des compagnies d'assurance qui, comme tu le disais, viennent vous chercher à l'école. Je pense que la plupart des personnes qui travaillent dans ces environnements-là, on les forme que sur leurs produits à eux et on leur dit que le produit qu'ils ont à vendre est génial, qu'il est mieux placé par rapport à certains concurrents. On doit leur faire la démonstration que le produit est mieux que, le concurrent X ou Y et peut-être que c'est vrai. Sauf que, évidemment, ces professionnels n'ont pas du tout une vision globale de ce qui se passe dans le marché et leur management ne les compare, qu'à des contrats qui effectivement sont pires et il existe toujours pire. Mais par contre, à aucun moment on leur montre tout ce qui existe de meilleur dans le marché et surtout, on leur met les œillères pour, ne pas qu'ils aillent regarder ce qui se passe par ailleurs, voilà, chez d'autres professionnels ou, une autre façon de pratiquer. Donc encore une fois, certains le font, je pense, sincèrement, en se disant qu'ils font bien leur job et que ce qu'ils proposent est tout à fait, correct et fiable. J'ai plein de copains dans la banque qui font ça depuis 25 ans et qui pensent que leur produit est très, très bien et parfois même quand je leur démontre, je dis: «Non mais tu sais quand même qu'il y a ce produit-là qui existe depuis 10 ans et qui fait, la même chose en mieux pour 3 fois moins cher». «Ah ouais, mais est-ce que tu es sûr que c'est les mêmes niveaux de garantie et cetera? Parce que nous, on nous explique que c'est pas pareil». Je lui dis: «Non, non, non, cherche pas, c'est pareil en fait, c'est même parfois mieux et c'est juste que dans la construction du produit, il y a 3 fois plus de marge pour les distributeurs et que ça, c'est ce qui était fait historiquement, mais certains acteurs ont compris qu'au bout d'un moment, les clients, on peut pas les flouer, indéfiniment et que maintenant avec la connaissance qu'on a sur internet et la concurrence, les comparateurs en ligne et cetera, bah, oui, on peut encore surfer peut-être 10 ou 20 ans, sur une clientèle, plus âgée qui a peut-être pas le réflexe encore d'aller comparer ou d'aller challenger, mais je pense que continuer à pratiquer ça, c'est la mort assurée, mais bon, certains, continuent d'y aller, tout droit, hein. Mmh. Ouais, c'est vraiment des malheureusement, c'est normal. Enfin, je me dis, tu vois, à la fois, plus ils sont convaincus que leur produit, est bon et plus ils ont de chances de le vendre facilement parce qu'il y a quand même ça et même s'il y a des gens qui sont très forts pour vendre un truc auquel ils croient pas, bon, c'est pas tout le monde et puis il y a ce fameux biais de en fait, le coût cognitif de reconnaître, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que j'ai une mauvaise pratique, il est énorme. Donc spontanément, Mmh. ce coût-là, il peut être trop élevé et la personne, elle va te répondre en justifiant pourquoi finalement c'est pas si problématique ce qu'il fait ou ce qu'elle fait et c'est là à nouveau, hein, c'est remarquable de voir des personnes qui sont capables de faire évoluer leur pratique. Nous, on a des gens qui viennent en formation et qui sont en fin de carrière et qui te disent à la fin de la formation: «Waouh, beh, j'ai réalisé que pendant des années, j'ai fait un truc qui était pas utile, voire qui était problématique et je suis vraiment content parce que là, je vais pouvoir changer sur les années qui me restent» et moi, je trouve ça incroyable. La capacité de la personne à prendre ça pour elle, à l'absorber et se dire: «Beh, je vais changer». Je trouve ça admirable, tu vois? Et donc ouais, il y a des personnes qui sont capables de ça, mais par défaut, cognitivement, c'est pas forcément comme ça qu'on va réagir. Après, c'est vrai, bon, là, ce Mmh. que tu disais, hein, c'est ces histoires de moi, je sais que quand j'ai parlé à mon banquier, de conseils en patrimoine, investissement et cetera, produits, ils m'ont dit, hein: «Bah, il y en a un dans la banque, si vous voulez, vous pouvez avoir rendez-vous», et donc voilà et là, tu as un rendez-vous gratuit avec une personne, sauf que
si c'est gratuit, c'est louche et comme tu dis, il va te conseiller que ses produits et il est pas forcément mal intentionné, c'est pas forcément une mauvaise personne comme tu l'as dit, hein, mais au final, ça referme et autant, oui, et tu vois, il y a plein de contenus maintenant sur internet. Les personnes passionnées, elles peuvent faire un premier tri, je pense. Alors, elles iront pas aussi loin que ce que toi, tu pourrais leur apporter, ou d'autres professionnels, qui travaillent comme toi pourraient leur apporter. Mais, elles vont avoir un recul, elles vont pouvoir un petit peu faire un tri rapidement parce qu'elles vont avoir un peu des infos comme ça, si elles écoutent, bah, par exemple, les podcasts que tu as déjà réalisés et cetera. Mais, la majorité des personnes, elles font pas ça, en fait. Enfin, je veux dire, elles ont pas forcément ça qui les passionne et ouais, c'est trop facile de se faire avoir, quoi. Donc, là, Mmh. comme tu le disais, ouais, les exemples qu'on a pris jusqu'ici là, c'est, bah, c'est ces fameux contrats avec, soit d'investissement avec des frais, soit voilà, tout ce qui est assurance, prévoyance et cetera. Le fait de pouvoir, connaître, bah, qu'est-ce que ça représente en fait 4 c'est quoi la somme qui est en face de ça et par rapport au rendement du truc. Le rendement, c'est peut-être pas forcément le bon mot, tu m'excuseras, mais par rapport, au fait que ça Si, soit si, après c'est très bien. Mmh. ouais, mais donc voilà, d'avoir ces gymnatiques-là, c'est vachement intéressant et soit on acquiert les compétences, soit on se donne une base et après on sait qu'on peut avoir des personnes sur qui on peut s'appuyer pour pouvoir, vraiment fignoler ou confirmer l'analyse. Mais je pense vraiment qu'on a besoin de tout ça, hein. Là, donc du coup, ouais, Ouais. on a parlé, un petit peu contrat d'assurance, prévoyance. Tu aurais d'autres conseils par rapport à ce sujet-là? Non, bah, après il y a les frais de gestion et cetera, mais effectivement, comme tu viens de le dire, hem, bon, pour moi, c'est facile d'en parler, c'est mon quotidien et je suis bien conscient que pour vous, c'est enfin, voilà, vous avez un autre métier, vous avez pas que ça à faire et puis ça deviendra peut-être jamais votre passion. Mais c'est pour ça qu'on a réfléchi ensemble à réaliser un programme dans lequel, en un seul endroit, on peut si on se concentre à cet endroit-là, ben, on va pouvoir avoir, toutes les infos nécessaires et qui nous seront utiles pour le reste de notre vie. Ça va donner une bonne base pour pouvoir, remettre en question certaines, fausses croyances, peut-être, certaines choses qu'on a déjà mises en place. Ou peut-être aussi nous confirmer que la direction dans laquelle on va est la bonne, parce qu'il y a ça peut aussi être, on me sollicite parfois que pour ça, hein, juste pour avoir confirmation que ce qu'on fait est bien, parce qu'encore une fois, parfois on n'a pas de repères par rapport Mmh. à d'autres personnes ou à d'autres stratégies. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé là-dessus. Après évidemment, il y a un autre grand sujet, c'est celui de la fiscalité qui là aussi, bon c'est un métier, encore une fois, on peut en être spécialiste et faire 8 ans d'études que sur la fiscalité comme Simon. Moi j'en ai fait 5 avec la fiscalité parmi d'autres sujets, mais effectivement moi c'est un sujet qui m'a passionné, dans lequel je suis, j'ai beaucoup creusé et puis surtout c'est la pratique, hein, comme tu le disais, et les demandes de nos clients qui font que, ben, on va aussi creuser certains sujets et effectivement, parfois, en un simple coup d'œil à un avis d'imposition, on peut se rendre compte que, alors même qu'on écoute l'histoire de notre prospect ou de notre client qui nous explique qu'il a fait ci et ça, qu'il a fait appel à tel prestataire et cetera et on se rend compte que, ben, il nous a dit quelque chose, mais après on regarde son avis d'impôt et on se rend compte que, ben, il n'a pas déduit ce qu'il aurait pu déduire. Ou alors parfois, il se met en risque parce qu'il a déduit des choses qu'il pensait pouvoir déduire légitimement et qui ne sont pas déductibles, ça existe aussi. Mmh. Mais, parfois en un simple coup d'œil, on peut faire gagner, des milliers d'euros littéralement pendant des années, parce que, c'était pas la bonne option fiscale qui a été choisie sur les revenus immobiliers par exemple, où, les gens exploitent leurs biens immobiliers d'une certaine façon et avec une astuce de le faire un peu différemment, on peut à la fois améliorer sa rentabilité et largement optimiser sa fiscalité. Alors après, je veux pas donner l'impression qu'on fait toujours des miracles. Évidemment, ça je pense que tous ceux qui nous écoutent le savent et parfois, ben, on a des j'imagine que vous aussi dans votre pratique, bon, bah, des fois il y a des patients qui viennent avec des problèmes, on va pouvoir, les soulager ou les aider un petit peu, mais on va pas pouvoir, faire un miracle. Donc, c'est malheureusement aussi le cas pour nous. Parfois, on parfois il y a pas grand-chose à faire, si ce n'est que peut-être, changer deux trois détails pour essayer de rendre la chose moins douloureuse. Mais parfois, à l'inverse, on a la bah, on c'est là qu'on est les plus, heureux de faire notre métier, c'est quand on se dit: Ouais.
c'est incroyable en fait sur, une simple case à cocher, parfois ça se résume à ça, bah, la personne va gagner 3 000 à 4 000 € par mois, par an pardon, pendant, des années et c'est vrai notamment pour l'investissement immobilier, c'est à ça que j'ai en tête, où il y a les leviers parfois les plus puissants et puis là aussi, plus sur des solutions à souscrire, hem, on a parlé de l'optimisation des frais, mais aussi il y a certains types de produits qui permettent quand même d'avoir, une action efficace sur la fiscalité. Heu, voilà, enfin je pense à ça. Après il y a évidemment aussi beaucoup de fantasmes, si je peux dire, en matière fiscale et c'est aussi là où il faut éviter les pièges. Je sais que dans le programme qu'on a réfléchi avec Simon, heu, on explique les cas de figure dans lesquels c'est adapté de commencer à monter des structurations, heu, professionnelles, plus complexes pour pouvoir optimiser les choses d'un point de vue fiscal et on explique aussi les cas dans lesquels, malheureusement ça sert à rien de commencer à se faire des nœuds au cerveau et parce que ce qu'on lit ou ce qu'on entend parfois, justement, sur des articles ou sur des blogs ou sur des podcasts, bah, on aimerait que ce soit adapté pour nous, mais malheureusement, parfois c'est adapté à une autre typologie de professionnels et c'est difficilement applicable, heu, pour d'autres professionnels ou d'autres spécialités et parfois, en fait, certains s'engouffrent, dans, ce qu'ils pensent être des brèches et derrière se font rattraper par la patrouille et finalement ça leur a coûté des milliers d'euros d'avocats pour un truc qui fonctionne pas, quoi. Donc Mmh. voilà, toutes ces choses-là, on a voulu les condenser, les rendre accessibles et les partager avec les professionnels, dans dans ce programme. Après là, évidemment, sur le podcast, j'espère que les auditeurs me pardonneront de ne pas rentrer dans tous les cas possibles parce que c'est difficile. Ouais. Parce que encore une fois, et c'est une des difficultés de la matière, c'est que comme pour vous, ben, on est quand même souvent malgré tout sur du sur mesure et de s'adapter aux besoins spécifiques de de la personne et de la famille. Ouais, c'est Parce qu'il sûr, y a bah, aussi d'ailleurs c'est un ouais, ouais. c'est un pour d'ailleurs un autre sujet majeur, hein, puisque tu me poses la question des quelques autres exemples que je pourrais donner dans lesquels il y a des axes, d'amélioration ou d'optimisation, possibles. Il y a un autre axe qui est, très souvent oublié et notamment, parce que moi je qualifie quand même comme les vendeurs de produits patrimoniaux et qui pourtant, lorsque justement on a plus un cursus académique, là les professionnels du conseil, insistent lourdement sur ce sujet-là. C'est, voilà, on a tous envie de gagner plus quand même de façon générale, hein. Enfin je pense que c'est un réflexe assez normal de se dire qu'on est gagnant sur les produits d'investissement, d'optimiser la fiscalité, de ne pas payer de l'impôt pour rien. Ça je pense que c'est pas voilà, c'est pas un problème que de dire ça publiquement, y compris en termes de cotisation sociale et cetera. Mais il y a un autre sujet qui vient même en amont de tout ça, c'est plus le sujet de ce qu'on appelle nous dans notre jargon le civil, le droit civil. C'est, la façon dont par exemple on est en couple, la façon dont voilà, si on est marié, pacsé, si on a des enfants, si on est, divorcé, si on a il y a des enfants de premières unions et cetera. Et ça, c'est un sujet qui peut coûter quand même extrêmement cher. Voilà, donc c'est également un sujet, qu'il faut approfondir et que beaucoup de gens mettent complètement de côté en se focalisant sur la performance, la rentabilité, l'optimisation fiscale et parfois, le sujet du droit civil est quelque chose sur un événement de vie, hein, malheureusement un accident, un décès, un divorce, une séparation, heu on peut rendre en un instant, des dizaines d'années de rentabilité, heu, à cause d'un mauvais choix au départ et comme on le disait depuis tout à l'heure, la bonne nouvelle, c'est quand même qu'il y a rien qui est, figé dans le marbre. Alors tout peut être, changé une fois qu'on a l'information, on peut quand même adapter sa stratégie. Alors je dis pas que c'est toujours, gratuit ou sans conséquences, mais on peut toujours quand on a une nouvelle information, qui peut nous être utile, on peut toujours changer les choses. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Ouais, c'est sûr, cette histoire, moi je me rappelle, hein, quand on a bah, quand je t'ai consulté, c'est, le je pense que c'est le premier sujet que tu as abordé avec moi, en fait. C'est, bah, Mmh. tout bêtement, hein, c'est, est-ce que tu as une forme de testament, en fait? Si jamais il t'arrive quelque chose, toi tu essaies d'investir, de placer de l'argent et cetera, mais
Du coup, si tu plus là, il va où? Cet argent-là, qu'est-ce qu'il devient? Ouais. Et et en plus, tu m'as donné des stratégies pour pouvoir mettre en place ces choses-là qui sont faciles d'accès, qui coûtent pas cher. Enfin, voilà, on n'a pas besoin non plus de dépenser des cents et des mille pour mettre en place ces choses-là, mais clairement, c'est bah, après, je sais pas, parce que moi, je fais pas partie des gens qui vont suivre ces sujets-là en détail sur les réseaux sociaux et donc je me rends pas bien compte, mais je me dis qu'il y a probablement peu de gens qui produisent du contenu à ce sujet-là, en disant: «Pensez, à votre testament», enfin, ça fait pas sexy les gens, tu vois? Tu Bah, dis: exactement, ça c'est va le pas problème, attirer, c'est que en c'est fait». pas sexy. Ça va pas C'est attirer, vrai mais que, bah, après le truc, mmh, excuse-moi, le truc, c'est que, comme tu dis, si jamais tu fais plein de démarches pour pouvoir, investir correctement, tu as quelque chose qui fonctionne bien et cetera, mais qu'au final, bah, tu as fait ça pendant des années, tu as tout bien fait et qu'il t'arrive un truc et qu'en fait tu perds la majorité de ce que tu as investi, c'est quand même dramatique, quoi. ah bah, oui, oui. Alors évidemment, le cas en général le plus violent, peut j'imagine que malheureusement ça a dû arriver à un certain nombre de personnes qui nous écouteront, puisque le divorce, enfin là déjà je parle pour les gens qui sont mariés, alors de nos jours, il y a de moins en moins de gens mariés, mais bon, il y a quand même un mariage sur 2 qui se termine sur un divorce. Donc Mmh, c'est une probabilité extrêmement forte. 50 de chances que ça arrive, c'est, évidemment une probabilité forte et c'est des sujets justement qu'on ne veut pas voir, ou sur lesquels parfois où la discussion est difficile aussi parfois avec son conjoint, mmh, s'il y a des choses à changer. Donc voilà, encore une fois, pour tous ceux qui n'ont sont pas encore trop engagés, bah, il y a peut-être des informations qu'il faut absolument connaître pour pouvoir justement faire les choses bien et moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est encore possible de s'aimer et de rester ensemble pour la vie. En tout cas, pour l'instant, c'est mon cas. Ça fait, plus de 20 ans d'ailleurs que je suis déjà avec ma femme. Bon, donc ça fait OK, c'est longtemps. bien. Mais bon, la vie est encore longue et donc ça peut arriver à tout le monde. Et effectivement, moi je suis confronté dans mon quotidien à des situations dramatiques, sur des successions ou sur des divorces, Mmh, parce que les choses ont été très mal organisées et ça coûte, soit très cher aux héritiers, soit très cher aux gens qui divorcent, avec des sentiments d'injustice énormes, heu, ouais, dans certains cas. Voilà. ouais, Donc c'est ça c'est aussi, c'est compris. un sujet qui, mais tu le dis, c'est difficile par contre, ce sujet-là de l'aborder sur les réseaux sociaux. Certains le font, mais malheureusement, c'est vraiment pas sexy comme thématique. Parce qu'encore une fois, là, on est plus dans la prévention et les gens, ils veulent du résultat. Surtout sur les réseaux sociaux, en l'occurrence, les gens, ils veulent voir, l'objet brillant à la fin, Ouais, la récompense de son effort, mmh. et ne veulent pas voir, en fait, les risques ou les sujets sur lesquels il faut quand même être, prévoyant et en tout cas, ça, c'est un très gros sujet. Tu sais ce que ça m'évoque? C'est, il y a assez longtemps maintenant, j'avais écouté un podcast sur, l'entrepreneuriat et en fait, la personne, elle disait: «Quand toi, tu es expert d'un sujet, si tu veux arriver à attirer des gens à leur donner envie de faire tes formations, en fait, il faut, entre guillemets, leur présenter les choses dont ils ont envie et quand ils vont être là, après, tu vas pouvoir leur proposer ce dont ils ont besoin et parce que c'est pas toujours la Mmh. même chose et tu vois, il y a un truc qui est, il y a un truc qui est fou, c'est comme je t'ai dit, moi, je suis dans la communication, j'enseigne un sujet là, enfin, une méthode qui s'appelle l'entretien motivationnel et en fait, la majorité des personnes qui viennent, qui s'inscrivent à ce cours-là, ils viennent parce qu'ils ont envie de convaincre leurs patients des idées qu'ils ont eux, tu vois? Et parce que tu vois, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, en fait, c'est une notion de: «Moi, je sais ce qui est bon pour vous et il faut que j'arrive à te convaincre que c'est ça qu'il faut que tu fasses», tu vois? Et pas ce que tu as vu sur internet ou ce que ton voisin t'a raconté, enfin, voilà et et en gros, l'idée, c'est ce qui fait venir les gens en formation et quand ils viennent en formation, ils apprennent que convaincre, ça marche pas et en fait, c'est pas ces stratégies-là, mais par contre, il y a d'autres trucs à faire. Tu vois? Et donc en gros, c'est, les personnes, elles vont venir et quand elles viennent, elles vont découvrir que finalement, il y a un truc auquel elles s'attendaient pas, qui est beaucoup plus puissant que ce qu'elles venaient chercher. Mais si tu mets ça en avant dès le début, bah, c'est pas ça qui les fait venir et là, tu te dis: «Bah, c'est dommage parce que je peux pas leur donner, tu vois, ce dont ils ont le plus besoin». Il y a Exactement. je me rappelle d'une apprenante, moi, en fin de formation qui avait dit, tu vois, on faisait un tour de salle à la fin de la formation pour, recueillir l'avis de chacun et elle avait dit: «Beh, là, je viens de réaliser que, quand j'avais des problèmes, des difficultés, je cherchais toujours à avoir plus de connaissances», tu vois, sur, telle ou telle pathologie et cetera
Et là, elle me dit: «Mais là, je viens de réaliser que en fait, j'ai pas besoin de plus de connaissances, j'ai juste besoin de mieux savoir comment les transmettre à mes patients, comment mieux comprendre ce qui leur arrive et cetera». Et en gros, encore plus de connaissances, ça m'apporte rien de plus et à part peut-être essayer de me remettre des trucs, enfin ça m'embrouille le cerveau parfois et cetera. Juste là, j'en ai assez. C'est la transmission en fait qui pose problème et et Mmh. tu vois? Mais ça, c'est un truc que les gens ils réalisent qu'une fois qu'ils sont là. Donc effectivement, après il peut y avoir tu vois? Là, il y a le témoignage de cette personne-là. Donc moi, il y a mon témoignage de cette question-là que tu as amené quand on a commencé à travailler, enfin quand on a travaillé ensemble. Bah oui, je réalise à quel point elle est importante parce que si tu commences à calculer les sommes et cetera, tu dis: «Mais il y a jamais un investissement qui peut faire autant de différence que si je prévois pas bien ça». Et autant Ouais. le mariage et le divorce, il y a peut-être, 1 chance sur 2. Bon, le décès, de mourir avant son partenaire de vie, bah, il y a une chance sur 2 aussi quoi, en gros. Malheureusement, parce que Mmh. en tout cas le décès, il y a une chance sur 1 que ça arrive. Mais même si tu as des enfants, Ouais. voilà, donc c'est des choses super importantes. Mais ouais. Et bah, alors, ces choses-là, ouais, vraiment super importantes. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé là, c'est le sujet de la retraite. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous en redire là, par rapport à cette Tu histoire-là? veux Parce que là, c'est tu veux très vraiment honnêtement, tu c'est veux très vraiment qu'on obscur parle pour de moi. la retraite? Pour moi, c'est Tu veux très vraiment qu'on obscur parle et de je la suis retraite bah, des professionnels de santé? moi, mon idée, c'est qu'il y en aura sans doute pas, donc il faut que je me débrouille à trouver autre chose, mais en fait, j'en sais rien. Non, je plaisante. En fait, moi, je fais pas partie de ceux qui justement, c'est un peu un discours de vente qui est de dire mais qu'on a tellement rabâché, que Ouais, justement, les professionnels concernés ont fini par y croire. C'est effectivement ce truc de dire: «On n'aura rien». Bon, il faut pas exagérer. Moi, je fais partie de ceux qui, bah, jusqu'à preuve du contraire, quand même, le système y tient. Mais c'est vrai qu'on n'a pas grand chose par rapport à, ce qu'on a l'impression d'avoir cotisé toute sa vie. Ça, c'est vrai. Et c'est notamment vrai pour les professions libérales qui, dans la structuration juridique des professions libérales, alors c'est vrai pour les professionnels de santé, mais pas que, hein. Là encore, je pense notamment aux avocats, aux notaires parfois qui sont structurés de la même façon que vous. C'est-à-dire, sur le plan fiscal, ce qu'on appelle des BNC, hein, ouais. ce qu'on la catégorie de revenus des bénéfices non commerciaux. Et il y a un certain nombre de professions qui appartiennent à cette catégorie et c'est vrai que vous n'êtes pas les mieux lotis. C'est-à-dire que, bah, vous êtes un peu les vaches à lait quand même, on peut le dire, avec, beaucoup de cotisations et pas forcément de retour sur investissement, énorme, ni à la retraite, ni en termes de protection sociale. Pour autant, bon, il y aura pas rien quand même, c'est la bonne nouvelle et parce que vous avez cotisé beaucoup, quand même à la retraite, il y aura un petit peu plus que la moyenne. Mais c'est vrai que, imaginer qu'on pourra vivre que de ça, c'est très compliqué. En fait, ce qui est surtout compliqué pour les professionnels de santé, c'est que comme on le disait en introduction, même si on aimerait toujours que ce soit plus et mieux, heu, vous avez quand même des revenus moyens supérieurs à la moyenne nationale. Alors ça sert à rien de se comparer, là, c'est pas forcément ça l'idée, mais heu, il y a un niveau de revenu qui est là, tant qu'on est en activité professionnelle et en fait, la chute des revenus par rapport à ce qui est redonné à la retraite, elle est tellement brutale qu'on a l'impression qu'on n'a plus rien. Voilà, c'est ce qui fait que, les professions libérales, travaillent souvent très tard. Mmh. C'est pas par choix, c'est parce qu'en fait, elles n'ont pas le choix. Moi, je vois même des avocats, qui travaillent encore à 65 ou 70 ans et c'est vrai même pour les médecins ou, certains praticiens de santé. On pourrait croire et d'ailleurs dans l'imaginaire collectif, tout ça, ce sont des professions qui ont forcément gagné énormément d'argent et on peut se demander comment, ils peuvent se retrouver à être dans l'obligation de continuer à travailler. Mais en fait, effectivement, le plus souvent, ces professionnels là ont payé beaucoup d'impôts et de charges toute leur vie, donc elles ont eu peu de moyens pour épargner. Souvent, elles-mêmes se sont convaincues qu'elles n'avaient pas les moyens d'épargner, par erreur, hein, il y avait des moyens, mais elles n'ont pas pris le temps de regarder quels étaient ces moyens-là. Donc parfois c'est trop tard, hein, bon, c'est sûr que quand on se pose cette question à 65 ans là, ça devient dur de faire un miracle. C'est chaud, ouais. Mais effectivement, il y a cet aspect-là. En plus, là aussi, du fait qu'il y a eu des niveaux de revenus relativement confortables, encore une fois par rapport à la moyenne, il faut savoir que les professionnels de santé sont adorés par les banques. Parce que, ça c'est un des points forts quand même, il faut le dire, OK. parce que normalement quand on s'installe, presque
presque peu importe la spécialité, bon, ben, vous avez quand même, des patients. Voilà, votre agenda se remplit assez facilement, alors qu'il y a plein de professions pour lesquelles il faut se faire connaître, c'est difficile, démarrer une clientèle, c'est pas facile du tout. Normalement, pour les professions de santé, c'est pas le cas et donc les banques vous adorent pour ça, parce que normalement votre niveau de revenu, il est presque déjà connu à l'avance. Mmh. Et donc, on peut se projeter à long terme avec vous et vous prêter de l'argent, bien sûr dans la limite, du raisonnable et des calculs d'endettement et cetera. Mais voilà, on vous prête normalement sans trop de difficultés. Mais comme vous n'avez pas été éduqué financièrement, vous allez chercher de la dette, mais pour faire parfois des investissements médiocres en immobilier. Enfin voilà, je pense notamment à tous les programmes de défiscalisation qui ont été vendus aux professionnels de santé et qui en fait, sont, assez médiocres, voire merdiques. C'est-à-dire qu'on s'est endetté pour un truc qui in fine, enfin évidemment on nous a vendu que ça allait nous rapporter, mais, à la fin on se rend compte qu'on a acheté un truc assez moyen et donc on avait un niveau de dette avec en face un actif qui était finalement pas très rentable, ce qui fait qu'on s'est pas enrichi et ça, c'est très dommage. Donc, effectivement, on a souvent ce sentiment que on a payé toute sa vie, on a remboursé des crédits, on a payé des impôts, on a payé des charges pour à la fin avoir un résultat assez médiocre et encore une fois, les gens se demandent comment, ces professionnels-là ne s'en sont pas mieux sortis à la fin et comment ils peuvent se retrouver être dans l'obligation de travailler, mais c'est pour toutes les raisons que je viens d'évoquer et là, encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que, pour le coup, il y a quand même vraiment moyen de faire différemment avec les bonnes informations. Ouais, tu vois, c'est intéressant dans ce que tu dis là, enfin, une des choses, intéressantes parmi les autres, qui le sont aussi, hein, je veux pas je fais attention à la formule, Ah, là, je suis pas susceptible, hein. non, non, Je mais c'est parce que c'est pas ça que je veux dire, en fait. Non, ah, c'est je c'est sais. c'est intéressant, tout ce que tu as dit, c'est intéressant et il y a un des points qui m'interpelle, peut-être mieux dit comme ça, c'est que, ce que je comprends, c'est qu'il y a pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour investir. Il y a pas C'est tout besoin à de fait de ça, mobiliser beaucoup, ouais, vas-y. c'est tout à fait ça et si on démarre alors évidemment, hein, là, je fais attention à ce que je vais dire parce que peut-être, il y a des personnes qui vont nous écouter qui ont 55, 60 ans, 65 ans, je sais pas quel est le profil de votre audience et ben, on va pas se mentir, pour ces personnes-là, l'effort à faire en bout de course sera plus lourd, mais Ouais. c'est pas non plus irrémédiable. Mais par mais à l'inverse, évidemment, ceux qui nous écoutent qui sont, plus jeunes, je pense à tous ceux qui sont même dans la tranche entre 25 et 45 ans, hem, bah, là, pour le coup, il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec, sans forcément devoir investir des dizaines de milliers d'euros. Effectivement, plus on démarre tôt, moins l'effort est difficile à faire et plus les résultats à long terme seront importants, sous réserve, encore une fois, d'avoir, également choisi les bons véhicules, les bons contrats pour arriver à son objectif et pas se faire ponctionner de frais, inutiles. Mais, effectivement, à la fin, ça peut quand même, vraiment, je sais pas si on peut dire nous sauver la vie à la retraite, mais oui, en fait, ça peut nous permettre, en tout cas, d'amenuire ce sentiment de, voilà, de chute extrêmement brutale du niveau de vie à la retraite, alors même qu'on a tous, enfin, notamment les professionnels de santé qui ont beaucoup travaillé avec passion, toute leur carrière, se dire à un moment donné qu'ils méritent un peu de repos et c'est là qu'ils se disent: «Bon, bah, on rêve tous, hein, de se dire, "Un jour je voyagerai, un jour je ferai ci et ça, Mmh. je profiterai un peu plus de la vie"» et malheureusement, bah, pour beaucoup de gens, ça n'est pas possible. Mais, enfin, c'est possible. Voilà, ça c'est le le message que je veux faire passer. Peut-être pas à la hauteur des espérances, parce qu'il y a aussi des gens qui rêvent, hein, en se disant, «Bah, Ouais. je mets 100 € et à la fin j'aurai 1 million. Heu, ça peut arriver vraiment par chance, mais voilà, c'est surtout la stratégie et la régularité qui va permettre d'atteindre un résultat comme dans tout dans la vie, hein, comme dans le sport, comme, Ouais. Et cette stratégie-là, j'imagine qu'il y a pas de recette? Enfin, tu peux pas nous donner sans parler de recette, tu peux pas nous donner un exemple? C'est trop individu dépendant, c'est trop, bah, effectivement, alors bon, je voudrais pas finir sur une frustration parce que je pense qu'on va bientôt terminer ce podcast, mais tu as raison de le dire. C'est tellement, au cas par cas, selon, encore une fois, la façon dont on est marié, le nombre d'enfants, qu'on a. Bien sûr, ça a des impacts sur le plan fiscal, mais c'est vrai que c'est une conjonction de bonnes pratiques
qui va nous permettre d'atteindre un bon résultat. Donc en résumé, c'est, d'avoir les bons véhicules, pas trop chargés en frais, adaptés à sa situation patrimoniale. Ça peut faire une première différence. Après, c'est qu'est-ce qu'on va y mettre à l'intérieur de ces stratégies-là? Donc tout à l'heure, tu parlais d'assurance vie, par exemple. Dans l'assurance vie, moi, j'entends souvent que c'est pas rentable. Mais en fait, ça veut rien dire. Tout dépend de ce qu'on y met à l'intérieur. Mais encore faut-il savoir qu'il existe différents supports d'investissement qu'on peut mettre dans une assurance vie. Et après, lesquels? Voilà. Donc c'est bon, c'est aussi pour ça qu'on sert encore un peu à quelque chose, j'espère, de pouvoir conseiller, nos clients dans ce domaine-là. Mais quand même avec la compréhension des fondamentaux. Et là, je pense que la bonne nouvelle, c'est que normalement les professionnels de santé, ont peut-être, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais ont quand même une capacité à réfléchir, là aussi, qui est supérieure à la moyenne, une capacité à comprendre, qui permet de rendre tous ces sujets-là normalement parfaitement accessibles, même si ça ne nous passionne pas. Et si on comprend ces bases, normalement, ça permet de comprendre, encore une fois, les fondamentaux de qu'est-ce qui se passe dans l'économie, quels sont les cycles, comment je peux anticiper, comment je peux espérer, miser quand même sur le meilleur cheval ou sur la meilleure stratégie du moment, sachant que ces stratégies-là, malheureusement, il va falloir quand même les remettre en question de temps en temps. Et c'est une des difficultés d'ailleurs de la période dans laquelle on est aujourd'hui, c'est que même moi, ce qu'on m'a appris en théorie à l'école il y a 15 ans est de moins en moins d'actualité parce que le monde change de plus en plus vite et pas toujours dans la bonne direction pour, ceux en tout cas qui ne remettent pas en question leur stratégie. Mmh. Donc pour autant, l'essentiel, c'est vraiment de se reconcentrer sur les fondamentaux et quand on comprend ça, alors on est capable de faire les bons choix et encore une fois, trouver les contrats moins chargés, de savoir ce qu'il faut y mettre à l'intérieur. Pareil, sur les calculs de rentabilité, enfin, on a tous d'ailleurs, les vendeurs le savent, hein, c'est pour ça que ça fonctionne, c'est que tout le monde achète par les émotions. Parce que, si on présente les choses d'une certaine façon, ça va faire appel à certaines émotions qui vont déclencher l'envie de faire confiance et de suivre. Et ça, les vendeurs le savent très bien. Donc, faut faire attention, d'une certaine façon à ces émotions et par exemple dans l'immobilier, c'est peut-être le sujet dans lequel les gens achètent avec l'émotion parce que le bien leur plaît, on se projette à l'intérieur. Alors pour sa résidence principale, c'est un réflexe normal, y compris quand on investit d'ailleurs dans son cabinet, quand on est professionnel de santé, on va y passer toute sa journée. C'est bien, je pense, d'investir, si on investit en tout cas, dans un endroit dans lequel on va se sentir bien pour son quotidien. Mais pour tout le reste, dans l'investissement, on a tendance à acheter, parce qu'on se dit: «Tiens, bah, ça c'est une ville, ouais j'aime bien cette ville» ou, «Je pense que le quartier sera top». Mais en fait, c'est du ressenti, c'est peut-être lié ou encore mieux, hein, ce que j'entends très souvent, c'est: «Je vais investir là parce que, je pense que mes enfants feront leurs études là-bas dans 15 ans». Bah, voilà, mais ça je l'ai entendu mais des dizaines de fois. Donc non Ouais. seulement les parents, ils ont aucune idée de Mmh. où est-ce que leurs enfants, feront leurs études dans 15 ans, ni même s'ils en auront envie. Mais voilà, enfin les choses, peuvent tellement changer, sur une période comme ça. Donc, ce qui est très important, c'est en fait de poser les chiffres et très peu de gens le font. Soit Ouais. parce qu'ils savent pas le faire, soit parce qu'ils prennent pas le temps. Mais en l'occurrence, c'est vraiment 5 minutes de se dire: «Attends, attends, attends, je m'enflamme pas. Attends, on me dit que c'est tel prix, quel loyer je peux espérer et donc à quel rendement ça correspond?» Et ça fait partie des choses de base, qu'on a, mis dans le programme, qu'on a construit ensemble et qui, je pense, c'est essentiel, mais tellement peu de gens le font et Mmh. c'est ça, en fait, qui fait toute la différence. Le rendement de ce dans quoi on investit, soit par rapport au cash qu'on y injecte, soit par rapport au taux d'emprunt, qu'on va faire et c'est un sujet en ce moment, hein, puisque on sait les taux sont un peu remontés. Donc beaucoup d'investisseurs se disent: «Bah, ça y est, maintenant les taux sont chers, j'investis plus». C'est sûr que quand on a connu des taux à 1 sur 25 ans, bon, c'est vrai que ça change quand maintenant ça passe à 4, donc c'est dur de l'accepter. Néanmoins, on ne sait pas si on reverra un jour les taux à 1. Est-ce que pour autant il faut s'arrêter d'investir? Bien sûr, la réponse est non. Donc ce qui compte, c'est pas ce que ça nous coûte, c'est ce que ça va nous rapporter et donc c'est pour ça qu'il faut absolument faire le calcul de rendement et le faire de la bonne façon. Voilà. Mmh. Ouais, d'avoir les bons repères et cetera et donc bon, ouais, toutes ces toutes ces bases-là importantes pour savoir,
gérer nous, prendre des décisions nous et puis aussi, si on en ressent le besoin, pouvoir échanger avec des professionnels comme toi et d'avoir parce que clairement, bon, c'est ton métier, d'aider les personnes à mieux comprendre, à avancer et cetera. J'imagine quand même que si la personne en face de toi a deux trois bases et que c'est des bases solides et pas des bases, farfelues, bah, ça va plus vite et c'est plus facile et probablement que ça va plus loin, enfin, oui, parce que si c'est toi qui es obligé de faire la base du truc au départ, tu vas forcément moins loin, j'imagine. Alors non seulement ça et effectivement ça va permettre une autre chose que bon, tu es gentil de me de parler de ma pratique en tant que professionnel. Mais, j'imagine que beaucoup de gens qui nous écoutent et il s'agit pas forcément toujours de changer d'interlocuteur. Peut-être qu'il y a plein de gens qui discutent avec, des personnes avec lesquelles le feeling passe bien, ils sont bien suivis et cetera. Donc, ça peut très bien, continuer avec ces mêmes personnes qui accompagnent ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Mais avec les infos effectivement, qu'on a, au travers de ce qu'on a construit ensemble, bah, ça va quand même permettre peut-être d'aller plus loin dans le niveau d'échange, peut-être quand même de challenger un peu plus souvent ce que la personne, nous dit, encore une fois sur les frais ou même sur la stratégie parce que et comme ça on boucle la boucle par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure sur, ce que moi j'ai vu sur les réseaux sociaux, de ce que partageaient certains investisseurs autodidactes et des résultats exceptionnels que certains avaient. Alors évidemment pas tous, mais certains avaient vraiment des résultats assez exceptionnels. Parce qu'en fait, heu, le fait de raisonner sur des bonnes bases et en y ajoutant du bon sens, parfois, c'est plus efficace que les grandes théories qu'on nous apprend à l'école et que tentent parfois de mettre en œuvre les conseillers qu'on a. Je pense à une chose notamment, c'est que nous, par exemple, on nous a formatés pour dire à nos clients: «Il faut absolument diversifier ses placements», et presque à outrance. Mais Mmh. à tel point que ça se fait au détriment de la performance parce qu'on met un morceau à gauche, un morceau à droite, un morceau au milieu et en fait, ça veut dire que oui, OK, on est diversifié, ça permet de prévenir un gros massacre si, le A, vraiment sous-performe par rapport au B. Mais, l'ultra diversification peut être aussi la garantie de ne jamais rien gagner parce que en fait, on mise sur tous les chevaux en même temps. Donc oui, il Ouais. y en a qui gagnent, mais comme il y en a qui perdent au milieu, bah, au final, on fait une moyenne à 0 ou à 1, donc c'est pas terrible et voilà, donc tout ça pour dire que les fondamentaux, comprendre les fondamentaux avec l'application de, du bon sens sur la base aussi parfois de convictions qui nous sont propres, le fait d'être capable en fait d'avoir ne serait-ce qu'un début de conviction personnelle sur la base d'une réflexion, bah, ça permet déjà d'avoir un échange, ne serait-ce qu'un tout petit peu plus approfondi avec son conseiller et le conseiller là, peut se dire: «Ah bah tiens quand même il comprend ce que je raconte, il a, peut-être quelques convictions et dans ce cas-là, peut-être que je peux lui proposer aussi ci et ça et ce qu'il me dit c'est pas si idiot». Parce que le professionnel lui, et j'imagine que c'est vrai y compris pour vous, parfois on fonctionne par habitude, on va aussi, encore une fois sur ce qui est le plus simple pour le professionnel, le plus simple à comprendre pour le patient ou le client final et heu et voilà, on se dit, «C'est le plus efficace et c'est le plus simple» et parfois c'est ce qui marche le mieux. Mais dès qu'on a en face quelqu'un qui a un niveau d'éducation un peu supérieur, avec lequel on peut avoir des échanges un peu plus poussés, et ben là, en fait, ça amène des idées nouvelles dans l'échange et là, ça devient vraiment intéressant. Ouais, c'est sûr, hein. Bah, c'est sûr qu'on apprend de nos patients. Si on est ouvert à ça, qu'on leur demande leur avis, parfois des patients, ils mettent en place des choses auxquelles on n'avait pas pensé, qui sont très, très pertinentes et donc oui, oui, effectivement et c'est enrichissant pour nous donc j'imagine que ça peut être enrichissant pour l'interlocuteur. OK, bah, écoute, merci, pour ces éléments-là. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus là sur, le programme? Donc, bah, pour, préciser un peu plus, en fait, on a créé un e-learning dans lequel, bah, toi et Simon Dragon, là, vous présentez, bah, vos sujets donc, Simon sur la fiscalité, toi sur l'investissement et est-ce que tu veux nous brosser rapidement un petit peu, la description de cette formation-là, ce que, elle propose, ce qu'elle peut apporter, son contenu, enfin, ouais, brièvement? Bah, bien sûr. Hem, donc déjà, moi, bah, déjà, je vous remercie parce que on a pris beaucoup de plaisir à réfléchir à ça. C'était un super exercice
de justement nous-mêmes reposer les bases de ce qui était important, pour les gens qui soit partent de zéro, soit, ont un niveau quand même déjà, pour certains avancé. Mais, voilà, on a construit un socle, de base qui se fait via le e-learning, qui permet justement, d'aborder tout ce qu'on vient de se dire, hein, pendant ce podcast. Le sujet des contrats, des frais, de ce qu'on y met à l'intérieur, des différences de fiscalité, d'optimisation, et cetera. Donc tous ces sujets-là sont abordés, de façon suffisante, sans être trop lourde non plus, j'espère. En tout cas, on a essayé de le faire avec le plus de pédagogie possible. Simon avec son paperboard, il est connu pour ça, même si moi aussi j'aime bien utiliser les paperboards quand je suis avec mes clients. Mais quand on a fait le tournage, nous on était plutôt sur un format PowerPoint, mais on avait vraiment essayé de le rendre, de le schématiser, de donner des exemples, et cetera. Pour autant, quand on est arrivé à la fin de ce programme, on a tous pris conscience, enfin, on le savait déjà, hein, mais on sait que malheureusement ça n'est pas suffisant, donc on a voulu aller plus loin. Donc l'e-learning, il permet vraiment d'avoir la base, le socle de base, qui permet justement d'aller plus loin dans l'échange. Et c'est ce qu'on a imaginé ensemble, c'est qu'au-delà de l'e-learning, il y ait un petit accompagnement qui soit proposé, sur la base, de de formats digitaux dans lesquels on aura l'occasion d'échanger, soit sur des actualités, soit en fonction des retours qu'on aura, de tous ceux qui, vous feront confiance et qui nous feront confiance dans ce programme-là. Donc on veut pouvoir aussi répondre aux éléments, enfin aux questions concrètes, des membres et les accompagner dans la durée. Et ça, je crois que c'est, ce qui marche le mieux, de mixer, la théorie, l'e-learning avec aussi l'occasion, d'échanger. Et c'est ce qu'on aimerait pouvoir faire. Ouais, ça c'est vraiment, tu vois, ça c'est un sujet qui nous, enfin moi qui me taraude depuis pas mal d'années là, et de dire les personnes viennent en formation, ils repartent et ils vont tomber dans des difficultés, mais ils ont pas forcément l'accompagnement de suivi, tu vois? Le cours il est passé en fait et j'ai pas à nouveau l'expert à qui je peux redemander ou et il y a certaines formations qui ont cette force-là, en plusieurs parties, tu vois? Où, bah, je reprends l'entretien motivationnel, en fait, on a 3 étapes, donc du coup, bah, à chaque étape, suivante, ils peuvent poser des questions sur ce qui s'est passé dans leur pratique quand ils ont mis en place, se rappeler: «Ah oui, tiens, il y a cette notion-là du premier niveau que j'avais oublié» ou «Bah, tiens, dans cette situation-là, on l'a pas vu encore, mais du coup, on peut débloquer comme ça». Donc cette notion de suivi, on l'a déjà un petit peu là-dessus, mais c'est quelque chose qu'on a envie de développer, qu'on va probablement développer pour d'autres formations et là, concrètement, en fait, pour ce programme-là, donc effectivement, c'est un e-learning. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que alors il faut pas que je me trompe, mais il me semble qu'il y a 6 rendez-vous par an. Je me trompe ou pas? C'est ça? Je crois même que Ouais. Flavio en a mis 7, ce qui est gourmand. OK. Il y a 7 rendez-vous par an, qui seront, sous forme de, bah, d'ateliers Zoom, d'1 heure et vraiment répartis dans l'année, où les personnes qui ont fait e-learning pourront venir et venir interagir avec toi, avec Simon. Il va y avoir une répartition aussi et il y en a 2 par an, qui vont être sur des sujets, plus précis, plus saisonniers, on va dire, mais vraiment donc du coup cette histoire de, vous avez un contenu, une base et derrière ça et ben vous avez des échanges. Alors, toute la promo viendra et pourra avoir des échanges, de questions-réponses, enfin tout un tas de formulations. Ça, vous verrez plus en détail dans les programmes, qu'on mettra sur le site. Mais ouais, Mmh. vraiment, vraiment cette notion d'accompagnement et pas simplement vous faites une formation et puis après on vous laisse tout seul vous débrouiller avec ça. Et ça, je pense qu'effectivement c'est très précieux et c'est un des gros points forts. Ce sujet-là, il est tellement important pour nous en ce moment. Heu, Mmh. on en a vraiment besoin et voilà, à la fois d'avoir un contenu avec les bonnes bases bien organisées, c'est très précieux parce qu'aller sur internet, on peut trouver, mais ça prend un temps fou et puis on ne sait pas forcément faire le tri. Là, on a un truc qui est, dédié pour nous, les professionnels de santé, qui a été construit comme ça. On a la chance d'avoir, vous 2 avec des experts vraiment qui savent de quoi ils parlent, à la fois d'un point de vue, connaissance, théorique, expérience professionnelle et cetera. Enfin, c'est vraiment on a de la chance. Hem, donc on a ce truc-là et à côté de ça, on a, la possibilité d'avoir ce suivi-là avec des temps d'échange répartis, sur une année avec, on est en train de voir aussi avec, un accès à certains qui peut même durer,
plus longtemps. Donc ouais, un vrai suivi. Alors on est très, très content de pouvoir proposer ça. Tu vois, tu remercies, bah, nous aussi, hein, on te remercie, hein, d'avoir accepté de rentrer dans cette aventure-là. Hem, je sais que c'est enfin je sais, j'imagine que c'est pas forcément, le projet qui sera le plus rentable pour toi et que, c'est vraiment par conviction, comme tu l'as dit tout à l'heure, que tu es rentré là-dedans. On Mmh. n'a pas hésité, notamment moi, j'ai pas hésité à te mettre des contraintes pédagogiques, à être un peu casse-pied et je te remercie de t'y être plié, aussi bien. Donc ouais, vraiment merci pour tout ça et on est convaincus et on a vraiment envie que ça puisse, aider un maximum de personnes, dans le contexte dans lequel on est, hein. Nous, c'est aussi, vraiment cette démarche et on sort un petit peu de nos habitudes pour répondre à ce besoin qui est très important et on n'a pas envie que, les professionnels de santé, notamment les kinés, se découragent de la profession, pour des raisons, par exemple, financières, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent, hein, le métier et que ça fait partie des raisons principales. Donc c'est trop dommage, on aime trop notre profession et quelque part, c'est une façon pour nous aussi d'essayer de jouer là-dessus. Et puis même si des gens arrêtent, au pire, ça leur fera quand même des bases intéressantes pour leur vie future parce que c'est ça Ah ça, c'est voilà, sûr. Mmh. ouais. Ouais, tout à fait et puis, pour terminer, peut-être même pendant que tu parlais, je me disais qu'il y avait, peut-être même une autre conséquence positive à tout ça. C'est que, bah, c'est vrai que Simon et moi, par nos pratiques, Simon d'ailleurs dirige aussi des masters un master en fiscalité et en droit fiscal et patrimonial. Moi-même, je forme aussi des gens en école, donc sur les contraintes pédagogiques, on sait qu'il faut se conformer à un certain cadre et c'est bien, hein, c'est pour essayer de faire en sorte que l'information soit la plus digeste possible et ça, c'est très important. Hem, mais notre présence aussi dans notre écosystème et dans notre marché fait qu'on connaît aussi de nombreux professionnels, de très bonne qualité et je pense que ça, c'est un autre bénéfice secondaire. C'est que en fonction des besoins spécifiques de certaines personnes, on sera peut-être à même aussi de les orienter vers, des professionnels spécialistes dans certains domaines ou présents dans une région spécifique, parce que certains sont aussi attachés parfois à la proximité. Et comme, voilà, avec Simon, que ce soit au travers des réseaux sociaux ou au travers de notre, expérience professionnelle, on bouge pas mal à droite à gauche et on a eu l'occasion de rencontrer beaucoup de professionnels à droite à gauche, qu'on sera peut-être à même aussi de recommander par ailleurs. Voilà, donc ça, je pense que ça fera partie aussi des des bénéfices que pourront retirer les gens qui suivront ce programme. Si Ouais, pour ceux, en tout cas, qui veulent avoir vraiment un accompagnement, très personnalisé. Évidemment, bah, nous enfin Simon et moi, on pourra aussi répondre à certaines demandes pour ceux qui en ressentiront le besoin. Mais ça, on verra comment ça se passe, mais ça pourra même aller au-delà avec la recommandation de d'autres professionnels que nous, on peut recommander pour leur bonne pratique. ouais. Gagner du temps, être, orienté pour gagner du temps et puis pas tomber à des endroits enfin, avoir affaire à des personnes qui vont être vraiment en capacité de nous aider parce que quand on va voir quelqu'un, en fait, on ne sait pas. Si on ne connaît pas, on peut Mmh. tomber sur, tout et n'importe quoi et ouais, donc ouais, bah, écoute, vraiment super, merci encore pour ça. Le, la petite info, comme je disais tout à l'heure, je sais pas à quel moment le podcast sera publié, avant l'ouverture, après. En tout cas, peu importe le moment où vous l'écoutez, la première période d'ouverture pour ce e-learning, on a décidé de la séparer. D'habitude, on a des périodes d'ouverture, 4 fois dans l'année et et qui sont, en fin janvier, début février, mai, septembre et novembre. Bah, pour ce e-learning là, on a décidé de faire ça à part et donc les inscriptions seront ouvertes du 12 au 26 juin 2024. Je dis ça pour ceux qui éventuellement écouteront ça dans les années futures. Hem, mais ouais, donc voilà, en fonction du moment où vous écoutez ça, si vous êtes intéressé, si c'est entre le 12 et le 26 juin, bah, hésitez pas à aller voir, sur le site, à vous renseigner et puis à explorer un petit peu cette proposition qui, j'espère, pourra aider le plus, de personnes possible. Voilà, je sais pas si tu as envie d'ajouter un petit mot pour la fin? Non, bah, écoute, je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses. En tout cas, moi, je voulais juste encore te remercier déjà pour l'occasion de m'exprimer sur ce sujet qui me tient à cœur.
Hem, voilà, non, je suis ravi de cette aventure. Effectivement, c'est aussi une aventure pour moi, de le faire, de façon un peu moderne. Voilà, on fait des podcasts, on fait des enregistrements, on fait des tournages, et c'est vrai qu'on a plus, l'habitude d'être devant des salles de conférence, donc ah, c'est une bonne expérience, et c'est vrai que le fait de pouvoir, toucher plus de monde, au travers du digital, bah, c'est bien parce que ça permet peut-être, d'aller plus vite par rapport au changement, le changement d'usage, le changement de croyance. On en parlait au début, hein, on parlait de l'inertie pour changer, Mmh. les croyances et les pratiques, mais voilà, grâce à ces moyens digitaux, je crois qu'on peut arriver à sensibiliser plus vite plus de monde, et voilà, c'est quand on le fait pour la bonne cause, voilà, c'est effectivement ça qui nous motive aujourd'hui. Ouais, OK. Bah, écoute, merci pour tout ça. Merci pour ton temps aujourd'hui et puis, bah, je te dis à bientôt. Eh bah, à bientôt. Merci Guillaume. Salut Jérémy. Salut. Salut.